Merci Karine, merci Sarah et de m'avoir invitée. Et puis merci à toutes, c'était vraiment extrêmement intéressant. Et vous voyez combien ça dérange ce sujet. Vous avez vu et vraiment il faut faire très attention pour les prochaines fois parce que c'est vraiment, enfin ça arrive de plus en plus dans le monde entier. Ce sont des conférences qui sont interrompues par des choses qui sont bien pires que celles qu'on a vues. Je connais des personnes qui n'en sont toujours pas remises après des jours et des jours. Donc, c'est vraiment très, très important enfin, voilà, ça prouve en fait toute la subversion d'un sujet qu'on croyait pourtant acquis, l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est quand même absolument incroyable. On parlait de cette subversivité de l'égalité entre les femmes et les hommes. On sait très bien que l'égalité, cette égalité-là, elle est le pilier, elle est au centre de la construction européenne. Et ce n'est pas un hasard, parce que c'est vraiment un changement de paradigme, un changement de civilisation. Passer d'une civilisation de la domination à une civilisation de la collaboration. Et ben, l'Union européenne, c'est ça en fait. C'est justement pour éviter tous ces rapports de force, ces dominations entre grands pays et petits pays, etc., qu'on est passé à cette idée absolument magnifique de l'Union européenne. C'est exactement ce qu'on essaye de faire avec le féminisme et c'est exactement ce qu'on essaye de faire aussi avec l'écologie, puisque là, c'est les rapports, la collaboration entre l'humanité et puis la terre-mère, les animaux, etc. Donc, ça va vraiment, vraiment dans le même sens. Alors, le 5 mars, juste avant notre 8 mars, la Commission européenne a annoncé beaucoup de choses. Donc, par exemple, sa stratégie pour l'égalité 2020-2025, mais également ce qui vous concerne à BPW, enfin, ce qui nous concerne à BPW, c'est cette bataille qu'on mène depuis déjà tellement d'années, c'est cette égalité des salaires et cette égalité professionnelle. Alors, par rapport à l'égalité professionnelle, vous savez, Viviane Reding, il y a plus de 10 ans, elle n'est jamais parvenue à faire accepter ce quota de femmes, de 40% de femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées. Elle n'est jamais parvenue à le faire accepter au niveau européen. Heureusement, quelques pays comme la France et bien d'autres ont pris le relais et l'ont imposé pour eux-mêmes. Et elle partage souvent le fait que elle n'a fait qu'une carrière politique, Viviane Reding. Elle a à peu près 70 ans maintenant, et elle dit de toute sa carrière, la chose la plus difficile, la bataille la plus difficile, c'était justement celle-là. C'était finalement le partage du pouvoir entre les femmes et les hommes. Et Anne Durand vient justement de nous en parler. Et donc là, Ursula von der Leyen, et ce n'est pas un hasard, reprend ce principe de base de l'égalité en disant qu'elle en fait une priorité politique. C'est vrai pour les quotas, mais c'est vrai aussi pour les salaires, l'écart salarial. Elle dit qu'il y avait une recommandation, mais en fait, cette recommandation n'a été, et même si c'est dans les traités de Rome, etc., on en a parlé tout à l'heure, en début de conférence, mais malgré tout, c'est toujours présent. Donc, il faut faire plus. Et elle se base sur la transparence. La transparence, vous avez probablement entendu qu'il y a 2 ou 3 ans, la Grande-Bretagne, pour faire avancer cette question-là, avait eu une autre idée que l'indice Pénicaud, qui est très très bien aussi. Chaque pays fait un petit peu, a d'autres types d'idées, mais j'aime bien l'idée britannique, qui était celle de rendre public le salaire moyen des hommes dans une entreprise par rapport au salaire moyen des femmes. Parce que du coup, en France, on a avec cet indice, et on en a parlé tout à l'heure, combien de femmes sont parmi les 10 salaires les plus élevés, mais là, c'est le salaire moyen. Du coup, globalement, c'est pour toute la place des femmes par rapport à la place des hommes dans l'entreprise. Eh bien, cette nouvelle priorité politique de la Commission européenne, qui va maintenant passer au Parlement et ensuite au Conseil de l'Union européenne, se base sur la transparence. C'est absolument fondamental. Et c'est vrai, comme on a dit, comme Sarah a dit au tout début de notre conférence, la France va prendre cette présidence dans un an du Conseil de l'Union européenne. Attention, ce n'est pas Conseil de l'Europe, parce que ça, c'est une autre organisation. C'est présidence du Conseil de l'Union européenne. Et c'est super important pour l'égalité, et encore plus
important pour l'égalité professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu avec Denis qui a parlé des 45% de femmes dans les conseils d'administration de SBF 20. Eh bien, vous êtes les champions d'Europe. Quand je dis vous, c'est parce que je me mets à un niveau européen, les champions d'Europe. Et grâce à toutes les législations qui ont suivi, dont celle de 2018, où les entreprises doivent avoir un référent mixité-égalité, où il faut qu'il y ait un plan égalité, où il faut qu'il y ait, et ça c'est absolument incroyable et unique au monde, des formations contre les violences sexistes et sexuelles dans les entreprises. On touche là vraiment du doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire que là, la France peut être encore plus l'éclaireuse de l'Europe sur ces sujets-là. Moi, je peux vous garantir que partout en Europe, ça ralentit, voire il y a un véritable retour en arrière. Regardez un petit peu l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec la Grande-Bretagne, hein, cette belle initiative. Eh bien, puisque c'était le Covid l'année dernière, hein, ça l'est toujours d'ailleurs cette année-ci, mais qu'est-ce qu'il a décidé Boris Johnson? Ben, de ne plus publier ça, de ne plus publier le salaire moyen des femmes par rapport au salaire moyen des hommes dans les entreprises, parce que ce n'était pas prioritaire, vous comprenez bien, en pleine pandémie. Et donc, c'est très important de savoir que, comme le disait Simone de Beauvoir, effectivement, on risque, enfin non, c'est pas qu'on risque, c'est qu'on recule. C'est pour ça que moi, je n'aime pas quand on dit toujours, il nous faut quelques dizaines d'années, il nous faut plus de 100 ans pour arriver à l'égalité des salaires, à l'égalité professionnelle, etc. Moi, je dis, mais non, c'est faux, parce que ça, c'est se baser sur toute chose restant égale par ailleurs. Mais on sait bien qu'en égalité entre les femmes et les hommes, il n'y a justement rien qui reste égal par ailleurs. On est tout le temps sujet à ce retour en arrière. Moi, je dis toujours que l'égalité, c'est comme une voiture sur une pente ascendante. Si on n'a pas tout le temps le pied sur l'accélérateur, elle recule. Et vraiment, nous risquons de reculer. Juste pour terminer par rapport à vous battez depuis, on se bat toutes et tous, tous ceux qui étaient là aujourd'hui, ce soir, sur l'égalité professionnelle. Et c'est absolument fondamental parce qu'on sait bien hein, qu'on n'a encore jamais trouvé un moyen plus puissant contre la pauvreté et en faveur de l'indépendance et donc de la liberté que d'avoir un emploi. Et si possible, un emploi qui corresponde à nos talents et un emploi qui est suffisamment valorisé. Donc l'égalité professionnelle, c'est absolument clé. Le travail des femmes est absolument clé à l'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, ce que je vois, c'est que globalement, il y a effectivement des choses qui sont beaucoup plus performantes que d'autres pour pouvoir réussir cette égalité, cette mixité dans les entreprises. Bien, la première chose, évidemment, c'est le diagnostic. On n'en a pas assez parlé ce soir, je trouve. Le diagnostic quantitatif, où est-ce qu'elles sont les femmes? Et puis, le diagnostic qualitatif. Comment est-ce qu'elles se sentent dans l'entreprise? Est-ce qu'elles se sentent, c'est pas le tout d'avoir une place autour de la table, il faut pouvoir avoir la perception que notre voix a envie d'être entendue et qu'une fois qu'on l'exprime, elle est effectivement, on en tient effectivement compte. Et ça, c'est vraiment très important. Ça fait partie du diagnostic. Ensuite, bien, il faudrait qu'on arrête de faire des petites actions comme ça et actions en matière d'égalité professionnelle, hein, en dehors des législations, surtout en France, qu'il faut bien suivre, eh bien, c'est parce que la plupart des entreprises n'ont pas compris pourquoi c'était stratégique par rapport à leur mission, par rapport à leur business, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment travailler sur l'argumentaire business de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion, et pour que ce soit porté par le haut. Parce que tout ce qui est stratégique doit être porté par le haut. Alors, là, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est très, très important que ce soit porté par le top management. Et puis après, qu'il y ait ce fameux effet de ruissellement dont on a beaucoup parlé. Mais qu'est-ce que c'est que cet effet de ruissellement? Ce n'est pas simplement de former les managers et les autres à l'égalité, de faire les formations anti-sexisme, etc. C'est le changement de culture. Parce qu'au-delà de tout, il faut que les entreprises se rendent compte qu'elles n'ont pas une culture neutre comme la plupart d'entre elles pensent. Parce qu'il y a des personnes qui sont prises
privilégier la méritocratie. Elle n'existe que pour une catégorie de personnes. Si on ne travaille pas sur sa culture, si on ne se rend pas compte qu'elle n'est pas inclusive pour tout le monde, alors on va continuer à discriminer, on va continuer à ne pas permettre à chacune et chacun, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont discriminés dans ces catégories-là, à donner le meilleur d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, et donc à pouvoir apporter toute cette différence, cette valeur ajoutée dans l'entreprise. Ce changement culturel, il est absolument fondamental. Et donc, c'est vraiment une spirale. Ce n'est pas des petites actions comme si plic-ploc, c'est véritablement un changement en profondeur. Je le vois quand on a la chance, nous, Jump, d'être partenaire stratégique d'entreprises comme Engie, qui a décidé que d'ici 10 ans, même pas 9 ans maintenant, qu'il y aurait parité dans le management dans le monde entier, parité femmes-hommes pour une entreprise dans le secteur énergétique, c'est quand même pas, c'est pas du pipeau. Et puis l'Office européen des brevets, on voit qu'après un an de travail acharné sur absolument toutes les dimensions, eh bien, on voit que les lignes bougent et on voit qu'effectivement, les personnes qui commencent à accéder au niveau de pouvoir sont des personnes pas qui à l'ancien temps, d'anciennes façons de se comporter. Au contraire, même quand ce sont des hommes et pas uniquement des femmes, ce sont des nouvelles façons de manager. Et c'est ça, en fait, qui est le levier. C'est le levier le plus extraordinaire de bonheur et de performance dans l'entreprise. Et de bonheur, pas simplement que pour les femmes, pour toutes les personnes. Voilà pourquoi on a tellement de résistance, parce que c'est vraiment ce qui va faire l'égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises, c'est ce qui transforme le plus l'entreprise pour le plus de monde possible.